Voice Radio 103.0 FM. Bon, l'immeuble qui abrite le truc de l'agent immobilier, monsieur le directeur du cabinet civil, comment ça se comporte là-bas après la moisson glacée là? Bien, je veux quand même rappeler à un certain nombre de personnes que le chef de l'État n'est pas de ce que les gens pensent. Hein. Voilà. Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris. Une édition exceptionnelle consacrée aux relations entre la France et le Cameroun. Entre la France et le Cameroun, c'est une longue histoire et c'est aussi une longue histoire entre la France et notre invité, le président Paul Biya, que je salue. Et monsieur le président, je dois dire que votre parole est rare car vous n'avez pas accordé d'interview à une télévision française depuis 20 ans. Je vous remercie donc d'avoir choisi le Talk de Paris. Je dois rappeler aussi qu'on vous a surnommé le Sphinx, parce que vous êtes un homme qui parlait peu et donc quand vous parlez, on vous écoute avec attention. Je voudrais tout d'abord vous demander, puisque vous êtes à Paris, que vous avez rencontré le président Sarkozy, comment vous pourriez qualifier ces relations aujourd'hui, cette nouvelle page qui s'ouvre des relations franco-camerounaises, et d'abord, comment ça va personnellement avec le président Sarkozy? Bien, je vous remercie. Mes premiers mots seront de remercier le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, pour l'invitation qu'il m'a adressée à visiter Paris et visiter la France. Je dois dire que le premier contact que j'ai eu avec lui était chaleureux, cordial, profond. C'était un politicien chevronné, un homme qui connaît les problèmes, connaît l'Afrique. Et je suis tout à fait heureux de noter cette continuité dans la relation entre la France et le Cameroun. Alors vous dites continuité et en même temps Nicolas Sarkozy incarne une certaine rupture, un nouveau ton, un nouveau style. Est-ce qu'il y a rupture ou nouveau style, nouveau ton entre la France et le Cameroun aussi? Et est-ce qu'on a tourné la page de ce qu'on a appelé la France-Afrique? À vrai dire, d'un bon point de vue, je pense qu'il y a peut-être plus rupture dans la forme, mais continuité dans le fond. Maintenant, la nouvelle politique africaine de la France est en cours d'élaboration. Peut-être qu'il y aura des changements, mais je crois que la rupture est surtout formelle. Nous pensons qu'il y a une certaine continuité. Qu'est-ce que vous attendez de la France et de Nicolas Sarkozy en particulier? Ce que nous attendons de la France, c'est qu'il continue à accorder une coopération, une amitié à l'Afrique. Nous avons des liens anciens, des liens culturels. Au moment où nous assistons à l'impérialisme linguistique de certaines langues, il n'est pas inutile de préserver un espace où on parle français. Puis je crois quand même que la France est un grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité, et quelquefois dans les affaires du monde, ces grands pays peuvent avoir besoin des voix des pays africains. Nous attendons qu'on continue la relation économique, culturelle, financière qui a toujours existé. Je l'ai dit en commençant cette émission, vous êtes l'un des doyens du continent, vous êtes au pouvoir depuis maintenant près d'un quart de siècle, et donc vous êtes d'une certaine manière l'un des symboles de cette France-Afrique d'avant. Est-ce que la page est tournée? Est-ce qu'elle est en train de se tourner? Elle est en train de se tourner. Je crois que c'est la relation avec la France les formes extérieures qui vont changer. Je crois que la concertation va continuer. Et puis, je pense que le président Sarkozy veut mettre l'accent sur le partenariat. Il veut que les Africains eux-mêmes disent ce qu'ils attendent de la France. Pour pas que ce soit des actes unilatéraux, on dit on vous fait ceci, on vous fait cela. Demande qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense qu'il y a déjà là un début de changement. Tout à l'heure, je ne crois pas dévoiler un secret, j'ai invité le président de la République à faire une visite au Cameroun.
il l'a accepté immédiatement et avec joie. J'observe donc qu'il veut maintenir une continuité, une discussion ouverte. Il veut savoir ce que les Africains veulent et la France verra ce qu'elle peut faire. Et geste important, la France a contribué à annuler une grande partie de la dette, ce qui vous permet à vous de partir d'un bon pied. Oui, bien sûr, j'ai profité de l'occasion pour remercier le président Sarkozy pour ce geste que la France a fait. La France a annulé une bonne partie de notre dette. En langage codé, on parle de C2D. Et non seulement cette dette a été annulée, mais on est en train de transformer cette annulation en projet concret dans des secteurs précis, l'agriculture, la santé, l'éducation, les infrastructures, en liaison étroite avec la France. Alors, Monsieur le Président, comme le veut la tradition de cette émission, je vous propose de revenir sur votre parcours politique avec ce portrait de Guillaume Couder de la rédaction de France 24. Beaucoup de Camerounais n'ont connu que lui, Paul Biya, un homme discret qui dirige son pays d'une main de fer depuis 25 ans. Le pouvoir, c'est l'ancien président Amadou Ahidjo qui le lui confie en 82. Musulman, originaire du nord du Cameroun, celui-ci crée la surprise en désignant Biya comme son successeur, un chrétien du sud du pays. Très vite, les relations entre les deux hommes se dégradent. Paul Biya accusera même Ahidjo d'avoir comploté pour tenter de le chasser de la présidence en 83. Le Cameroun connaît ses premières élections multipartites en 92. Biya remporte alors 3 scrutins d'affilée. En 2004, malgré des accusations de fraude massive, un raz-de-marée électoral le porte au pouvoir pour 7 années supplémentaires. Mis sous pression par ses soutiens internationaux, le président camerounais a décidé l'an dernier de sévir contre la corruption qui gangrène le pays. Plusieurs membres haut placés de son parti ont ainsi été arrêtés. Paul Biya a maintenu des liens solides avec la France, malgré des relations parfois tendues dans le pays entre francophones et anglophones. Né dans un Cameroun encore sous domination française, il a d'ailleurs fait ses études dans l'ancienne métropole. Paul Biya reste un personnage réservé et énigmatique, une réputation qui lui a valu un surnom, le Sphinx. Ce n'est pas le cas de sa seconde épouse, Chantal Biya, très à l'aise sous le feu des caméras. Elle a obtenu la reconnaissance internationale pour sa lutte contre le sida en Afrique. Alors, Monsieur le Président, vous avez vu ce portrait. On a noté le rôle que joue maintenant votre épouse auprès de vous, et on a noté surtout cette longue carrière tumultueuse avec beaucoup d'événements. Vous vous êtes retrouvé dans ce portrait ? Dans ces grands traits, ce portrait correspond à la réalité. Bon, bien sûr, il ne m'arrive pas souvent de donner des interviews, mais j'en ai fait. J'ai fait beaucoup de discours. J'ai 2 tomes ou 3 de discours que j'ai fait. Je crois d'ailleurs que c'est un mais le portrait, d'une manière générale, est bon. Évidemment, pour ce qui est de mon épouse, bon, elle mène une activité sociale et elle le fait savoir. Je crois qu'elle est un peu plus moderne que moi. J'étais parti de l'idée que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que les gens disent, mais c'est ce qu'ils pensent et surtout ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, faire des interviews, parler, c'est aussi faire. C'est devenu, les temps ont changé. Il y a une urgence pour l'Afrique, c'est la question du sida, et je sais que votre épouse y est largement impliquée, notamment avec la création de cet institut de recherche à Yaoundé, avec 2 grandes personnalités du monde médical, les professeurs Gallo et Montagnier. C'est extrêmement important. Pourquoi avoir fait cela, et quelle est l'importance de ce projet pour vous? Ah oui, c'est extrêmement important. Vous savez que l'Afrique est frappée par des pandémies, paludisme, tuberculose et surtout sida. Et ce centre joue vraiment un rôle important dans la prévention contre le sida. Et le professeur Gallo, j'ai vu tout à l'heure aussi le professeur Montagnier, ils ont bien voulu s'associer à mon épouse et à d'autres. Nous pensons que nous pouvons apporter une contribution au lieu d'être là à attendre, à pleurer seulement.
Et je parlais également à l'UNESCO, j'ai remercié l'UNESCO qui nous aide à faire des actions de prévention contre le sida en milieu scolaire, en milieu de jeunes. Et tout cela, mon épouse est très engagée dans ces activités. Alors, l'un des événements majeurs de l'année au Cameroun, ça a été l'action que vous avez lancée contre la corruption. L'image du Cameroun à ce propos n'est pas très bonne dans le monde. Au classement mondial, vous êtes l'un des pays les plus corrompus. Et là, vous avez mis en prison, ou fait mettre en prison un certain nombre de ministres, d'hommes d'affaires, une vingtaine d'hommes d'affaires, qui étaient accusés et qui ont été condamnés pour certains déjà de corruption. Est-ce que vous êtes déterminé à mettre fin à la corruption au Cameroun et est-ce que c'est possible? Vous savez, la corruption est un vice qui n'est pas spécifique au Cameroun, c'est un peu mondial. Mais nous avons pensé qu'un pays comme le nôtre, qui ne dispose pas de ressources énormes, a intérêt à limiter les déperditions d'argent et de fonds. Nous sommes déterminés à aller de l'avant et nous avons non seulement procédé à des arrestations comme à des traductions de responsables devant les tribunaux, nous avons mis en place un certain nombre de structures, une commission nationale de lutte contre la corruption qui est à pied d'œuvre, une agence pour lutter contre le blanchiment d'argent. Nous pensons arriver à de bons résultats. Tenez, je peux donner quelques résultats. Par exemple, les recettes du port de Douala. Avant, cette lutte avait atteint un certain niveau, mais dès qu'on a commencé à appliquer la lutte contre la corruption, ces recettes ont augmenté de 30 ou 40%. Donc c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'ils n'y croient pas et que c'est de la poudre aux yeux? Ce n'est que par le temps, avec le temps, qu'ils verront que ce n'est pas la poudre aux yeux. Nous avons des résultats. Je prends encore un exemple. Les salaires que l'État paye aux fonctionnaires, nous avons noté qu'il y avait des agents qui touchaient 2, 3, 4 salaires. Eh bien, grâce aux mesures d'assainissement du fichier solde, eh bien, nous avons économisé quelques milliards par mois. Les gens qui croient que c'est une mode se trompent, c'est vraiment un axe majeur dans la politique de redressement de notre économie. Nous avons poursuivi ces actions dans les marchés publics, dans les produits pharmaceutiques, parce que vous avez des gens... C'est une lutte qui est absolument capitale pour le redressement des finances publiques et puis pour les mœurs. Également, les investisseurs. Quand les investisseurs viennent investir au Cameroun, il est absurde qu'on dise à un investisseur, bon, c'est bien, vous voulez faire une usine, mais moi, vous me donnez combien? C'est des choses qui dégoûtent, qui découragent les investisseurs. Alors on a créé un bureau chargé de l'accueil des investisseurs où tout est centralisé. Mais ça veut dire que vous allez avoir finalement une nouvelle génération de dirigeants au Cameroun qui va venir et que vous espérez voir débarrasser de ce fléau. C'est ça, et je dois dire que cette lutte est très populaire. Les populations, tous les jours, m'écrivent pour me dire attention, tel acte de détournement, mais évidemment je recoupe. Si je les prenais au mot, mais peut-être que les prisons ne seraient pas assez graves pour contenir tout le monde. C'est une lutte qui est très soutenue par la population, par les bailleurs de fonds, par l'Union européenne, par la France. Tous les pays avec qui nous sommes en coopération. Et je ne suis pas naïf ici. Je ne pense pas qu'on ramène la corruption à zéro, mais il faut l'amener à des niveaux insignifiants qui ne perturbent pas le développement. Ça va prendre combien de temps? Jusqu'à la fin de votre mandat? Même avant la fin de mon mandat, on verra déjà des résultats. Nous commençons déjà à noter de bons résultats. On va continuer.
je crois qu'on verra les résultats avant longtemps. Eh bien, nous allons le suivre avec beaucoup d'attention, car en échange de cette lutte contre la corruption, vous obtenez par exemple un allègement de la dette de la part des pays européens ou occidentaux, donc c'est très important pour le Cameroun en général. Monsieur le Président, comme le veut la tradition de télévision, je vous propose d'écouter maintenant une question d'un écrivain, connue, talentueuse, Calixte Baila, qui s'adresse à vous. Mes hommages, Monsieur le Président. Ma question porte sur l'international. Il y a 20 ans, on avait l'impression qu'il y avait plus de Camerounais occupant des postes importants dans les institutions internationales. Nous remarquons aujourd'hui un recul de cette présence camerounaise. Comment expliquez-vous cette situation? Que comptez-vous faire pour y remédier? La deuxième question porte également sur l'international. Les artistes et intellectuels camerounais sont de véritables ambassadeurs de sa culture, de son économie, de sa diversité d'ailleurs. Or, il s'avère que nous avons l'impression que l'État camerounais les néglige, ne s'en occupe pas, estime peut-être que le travail qui est fait par ces intellectuels n'est pas digne d'intérêt. Comment expliquez-vous cela? Que comptez-vous faire pour remédier à ce malaise? Monsieur le Président, malaise intellectuel et puis recul de l'influence camerounaise à l'étranger? Bon, je commencerai par les artistes. J'ai nommé à la tête du ministère des Arts et de la Culture un écrivain de talent, Ouyodo Ferdinand. Il a mis sur pied un statut absolument révolutionnaire qui permet aux artistes d'être rémunérés. Jusque-là, c'était presque je ne dis pas du bricolage. Nous sommes en train de réhabiliter la fonction artistique. Les hommes politiques passent, mais les artistes et leurs œuvres restent. Je crois que je dis donc à ma compatriote que nous allons accorder plus d'importance encore à ce secteur. Le problème des postes internationaux, ne soyons pas égoïstes, nous ne sommes pas seuls. Tous les pays veulent avoir leurs représentants à des organisations internationales. Nous battons. Et nous gagnons quelquefois et quelquefois nous perdons. Nous arrivons au terme de la première partie de cette émission. Monsieur le Président, je vous propose de regarder ensemble le journal de France 24 et nous nous retrouvons dans quelques minutes. À tout de suite. Retour sur le plateau du Talk de Paris pour cette émission spéciale avec notre invité, le président du Cameroun, Paul Biya. Alors Monsieur le Président, on a parlé de cette nouvelle page qui s'ouvre entre la France et le Cameroun et je vous propose tout de suite d'entendre le président Sarkozy qui, vous le savez, a prononcé un discours important à Dakar. C'est un discours qui, vous allez le voir, a suscité une véritable polémique. Regardons-le ensemble. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Alors, Monsieur le Président, votre commentaire? Bon, j'ai écouté et lu ce discours. Je crois qu'il mérite d'être lu et relu. Certains l'ont jugé colonialiste, d'autres raciste, et puis le président sud-africain a dit pas du tout, c'est un bon discours. Si vous voulez mon avis, je suis plus proche
du point de vue du président sud-africain, il me semble que ces discours posaient les jalons d'une nouvelle ère de coopération entre la France et l'Afrique. C'est un discours qui s'adressait aux adultes. Ce que moi j'ai surtout retenu, c'est que les Africains cessent de se plaindre du passé colonial, de parler de l'aliénation coloniale, et qu'ils assument ce double héritage. L'héritage africain qui est le leur, qui est inné, et ce qu'ils ont pu acquérir grâce au contact avec les milieux occidentaux, et qu'ils s'élancent vers l'avenir. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Nous allons vers une civilisation de métissage. On ne peut pas aller à l'universel en se repliant sur un âge d'or précolonial. Nous sommes un peu tout ça, on est africains. Il y a eu l'apport de l'Occident, il y a eu l'apport des religions chrétiennes, musulmanes. Nous sommes faits de tout cela. Mais l'important, c'est de se projeter vers l'avenir et d'entrer dans la modernité. Le président Sarkozy parle aussi d'immigration choisie. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, en ce qui concerne l'immigration, je m'abstiendrai de donner un accord. L'immigration est un domaine de politique intérieure. La France est un pays ami, mais elle définit souverainement sa politique d'immigration. Ce que nous avons à faire, c'est nous adapter et peut-être faire quelques suggestions ou des souhaits, dire que cette nouvelle politique d'immigration, nous souhaitons qu'elle soit appliquée avec humanité et avec souplesse. Mais certains de vos collègues africains ont dit chez nous, il n'y a pas de générosité ou d'hospitalité choisie, on accepte tout le monde, on invite tout le monde et tout le monde est le bienvenu. Oui, c'est chez nous, ici c'est la France. Et le test ADN, vous savez que la France vient de passer une loi qui autorise donc dans certaines conditions, avec un contrôle, les tests ADN pour voir quelles sont les filiations des enfants par exemple qui veulent venir en France. Est-ce que ça vous a choqué comme ça a choqué d'ailleurs certains ministres français du gouvernement de Nicolas Sarkozy? Ou est-ce que vous êtes c'est un débat intéressant qui oppose les moralistes, les politiciens, les juristes. Là encore, c'est un aspect d'une réglementation générale sur laquelle je me refuse à m'exprimer s'agissant d'une loi d'un pays. Et au Cameroun, est-ce que ça a été bien pris ce test ADN? Au Cameroun, il y en a qui ont rejeté. Je crois que la plupart n'acceptent pas le test ADN. Et vous? Je m'abstiens de porter un jugement. On sent une petite critique dans l'abstention quand même. Je m'abstiens de porter un jugement. Je crois que c'est des actes qui ont été pris en toute souveraineté. Il m'est revenu d'ailleurs qu'il y a d'autres pays qui recourent à ces tests, d'autres pays européens. Peut-être qu'il y en a d'autres. Il me semble que l'Afrique doit faire tout ce qu'elle peut pour essayer de rendre acceptables ou supportables les lois qui se font et qui les concernent. Mais quand ces lois sont votées, leur devoir est de les respecter. Parlons un petit peu de vous personnellement. Vous êtes au pouvoir donc depuis près d'un quart de siècle. Vous avez été confronté à une tentative de coup d'État contre vous et tout le monde se demande jusqu'à quand vous allez rester en politique. Je vous propose d'écouter une question qui nous est venue de l'un de nos téléspectateurs. Regardons ensemble. Monsieur le Président, certaines mauvaises langues vous prêtent la volonté de changer la Constitution en 2011 pour vous représenter la présidence du Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si oui ou non vous serez candidat à votre propre succession en 2011? Alors c'est la grande question au Cameroun. Vous êtes effectivement élu jusqu'en 2011 et après? Ce que je peux d'abord dire, c'est que les élections présidentielles camerounaises en 2011 sont certaines, mais je les considère comme lointaines. J'ai un mandat de 7 ans.
j'ai fait la moitié de ce mandat. Il y a d'autres urgences en ce moment. La Constitution, à l'heure actuelle, ne permet pas d'envisager un troisième mandat. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Alors, il y a aussi des Camerounais qui, sans attendre 2011, vous demandent un peu plus de dialogue pour justement aller dans le sens de la démocratie. Écoutons cette autre question de l'un de vos compatriotes. Monsieur le Président, nous venons de vivre des élections couplées municipales et législatives le 22 juillet dernier et des partielles le 30 septembre. Au cours de ces élections, nous avons noté une importante abstention, moins de 15% d'électeurs inscrits dans certaines circonscriptions, ce qui correspond à moins de 7% du potentiel électoral, voire beaucoup moins, compte tenu du fait que les chiffres du recensement du dernier recensement ne sont toujours pas publiés. Monsieur le Président, admettez-vous l'idée qu'un dialogue national basé sur une réconciliation véritable avec le retour de la dépouille du président Ahidjo, un dialogue avec vos opposants, y compris monsieur John Fundi, que vous n'avez toujours pas rencontré en 17 années de multipartisme. Alors c'est la question fondamentale du dialogue entre un président et son opposition. Est-ce que c'est possible au Cameroun? D'abord, les statistiques qu'ils donnent sont évidemment sujettes à contestation. L'abstention n'était pas aussi importante. Et je note aussi d'ailleurs que dans le monde, il y a une tendance à l'abstention dans les votes. Les élections ont enregistré une participation au moins égale à la moyenne, à 60%. Il y avait des régions où on votait à 90%. Bon. Voilà pour les statistiques. Quant au dialogue, nous sommes pour le dialogue. Je prends les élections du 22 juillet dernier, les élections législatives et municipales. Nous les avons gagnées. Nous avons gagné 140 députés et encore 13 pendant les partielles. Nous pouvions occuper tous les postes. Qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, on a ouvert un dialogue avec les partis politiques pour leur dire, bon, il faut partager. Nous vous demandons de vous associer à nous dans la gestion du parti. On l'a fait à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale comprend les membres de mon parti, mais aussi les membres des partis d'opposition, les commissions à l'Assemblée, les postes de vice-président. On s'est réparti cela. Après un dialogue difficile, un dialogue où l'opposition, malgré sa défaite, demandait à présider l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte? Bon, ben, ils ont fini par accepter les vice-présidences. Il a cité le cas du leader de l'opposition, Fundi. C'est vrai qu'on ne s'est pas rencontré, mais je peux le dire aujourd'hui et il ne me démentira pas. On avait pris rendez-vous pour discuter. Il a choisi le village, mon village qui n'est pas loin de Yaoundé. J'étais d'accord. Puis au dernier moment, c'est lui qui n'est pas venu. Nous dialoguons avec les leaders de l'opposition et ça, je m'inscris en faux contrat. Et donc vous seriez d'accord pour le revoir? Mais je suis prêt à le rencontrer. Je n'ai pas de problème. Je n'ai aucune espèce de mépris contre qui que ce soit. Une bonne partie des membres de mon gouvernement viennent de l'opposition. Mais évidemment... Donc vous êtes comme Nicolas Sarkozy en France, voilà, vous pouvez venir... presque là. Évidemment, les membres de mon parti ne sont pas très chaleureux, mais je leur dis, il faut partager.
Donc le Cameroun est en train de changer, c'est ça votre message? Le Cameroun est en train de changer, je le fais depuis, même avant ces élections. Nous étions majoritaires, mais j'ai donné des portefeuilles aux partis étrangers, aux partis d'opposition. Le problème du rapatriement de la dépouille de l'ancien président, pour moi, est un problème qui relève de sa famille. Si la famille de mon prédécesseur décide de faire transférer les restes du président Hidjo, c'est une décision qui ne dépend que de... Je n'ai pas d'objection, d'observation à faire. Dernier chapitre de cette mission spéciale, Monsieur le Président. Le Cameroun va jouer un rôle essentiel dans la mise en place de la force internationale européenne au Darfour, au Tchad, en Centrafrique, puisqu'elle va accueillir le passage des soldats qui vont aller vers les zones concernées, et puis également vous allez former près de Yaoundé un certain nombre d'officiels qui vont participer au maintien de l'ordre. Alors, c'est important d'avoir un Cameroun stable et qui accepte cette contribution. Vous pouvez nous le confirmer? Je peux vous confirmer que c'est un acte de confiance vis-à-vis du Cameroun, et nous pensons aussi que c'est dans l'intérêt du Cameroun. Nous avons une position assez centrale, assez stratégique. Il se trouve qu'il y a des zones de perturbation non loin du Cameroun. Nous avons demandé à l'OUA, à l'ONU et à l'Union européenne de nous aider à stabiliser la région. Je viens encore de remercier le président de la République française pour l'action très décisive qu'il a conduite dans ce domaine. Donc, il faut aussi que nous apportions notre contribution. Nous sommes prêts à accueillir d'abord ces écoles de formation, et nous avons donné aussi notre accord pour aider au convoyage des matériels. Et vous allez également contribuer à la force elle-même, la force hybride? Nous sommes déjà en train de contribuer. Nous avons des policiers en Côte d'Ivoire, au Darfour, au Tchad, en République démocratique du Congo, on en a à Haïti. Maintenant que le conflit avec le Nigeria est presque résolu, nous allons pouvoir apporter une contribution plus significative en termes de contingent militaire. Nous le faisons avec joie pour participer à la remise en ordre des économies et des États de la région. C'est notre intérêt aussi. Et effectivement, car c'est une crise grave qui a déjà fait plusieurs centaines de milliers de morts, 200 000 morts au Darfour. On va réussir à régler la crise du Darfour, à votre avis? Je pense qu'il faut essayer. Ce n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Il faut commencer. Mais je crois que avec l'intervention de l'Union européenne, de l'ONU et de l'Union africaine, et si on y ajoute un dialogue sincère entre les parties en présence, il ne fait pas de doute qu'on va résoudre ce problème. Dernière question, Monsieur le Président, le sommet Europe-Afrique à Lisbonne, au Portugal, vous allez y aller, et faut-il inviter Mugabe? Je peux vous dire que je suis heureux d'y aller, j'y serai. Je considère simplement que, étant donné l'importance des enjeux, ça me paraît insignifiant de s'arrêter sur le cas des personnes. Mugabe dirige un État, nous voulons un dialogue global entre l'Europe et l'Afrique. Je souhaiterais que nos amis européens, et notamment la Grande-Bretagne, acceptent que toute l'Afrique qui veut y participer, y participe. En tout cas, en ce qui me concerne, je peux vous donner l'assurance que j'y serai. Très bien. Monsieur le Président Paul Biya, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Je le rappelle, la première depuis 20 ans à une télévision française. C'est moi qui vous remercie, et j'espère que nous n'attendrons pas 20 ans pour avoir un prochain. Et je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Talk de Paris. À bientôt.
Bien, Benoît Bachir, També, ils sont en ligne. També, ok. Le dernier mot, on va clôturer. Je voulais simplement démontrer que je suis dans l'école et mon icône politique, c'est bien le président Paul Biya. Je suis tout oui et je suis l'élève et j'estime que à un moment il me donnera le certificat mérité pour sortir de cette formation. Il est question ici de rappeler aux Camerounais que le chef de l'État suit son parcours, respecte l'orthodoxie de sa politique. Il est question simplement de respecter les idéaux et les principes des autres pour que vos idéaux et vos principes soient acceptés. Alors, the last, when you have something to give you, I don't know what. Well, I don't have much. I just want to say thank you for the opportunity. Yeah. I pray, and I pray seriously that Cameroonians should start working for the country and not pointing accusing fingers towards the head of state. And I hope the Minister of Interior will react quickly as he did when you made a complaint about just before Macron came to Cameroon, the President Macron, French president. I pray for peace, and I know that God willing, inshallah, we will continue to fight and we will get Cameroon to where the head of state has promised Cameroon to be by 2035. That is making Cameroon an emerging economy. God bless you. God bless the head of state. God bless everybody at the studios. And God bless Cameroon. Okay, keep the line, please. Don't keep the line. Thank you. Benoît? Benoît en ligne? Ok, Benoît, ton dernier mot? On va quitter le studio. Qu'est-ce que tu as dit aux Camerounais comme dernier mot? Benoît? Bachir en ligne? Bachir, tu peux prendre la parole. Qu'est-ce que tu as donné comme dernier avis? Benoît? Ah, Bachir, si tu es à côté de ton micro, nous allons quitter le studio. Benoît? La technique est en train de se... Benoît? Oui, président. Oui, ton dernier mot? Allô? Oui? On te suit, vas-y. Oui? Le problème technique, sûrement nous allons nous accommoder. La technique va nous remettre en selle. Si Bachir est là, Bachir peut prendre le micro. Bachir est toujours en ligne? Bachir, tu as le micro.
Bachir, tu as le micro. Bachir, tu as le micro. Si la technique, je pense que il y a une bataille hertzienne. Est-ce qu'il ne fait pas très chaud en Europe maintenant? Il ne fait pas froid? Est-ce que c'est pas la pluie en ce moment, hein, vous savez, évidemment. Hein? Donc, renvoyer le micro à També. Je crois qu'il faut relancer les deux pour que nous puissions nous accommoder. À notre montre, l'heure J, ça veut dire moins 7 pour 2 heures du matin. C'est pas un record, simplement pour dire la nostalgie et l'expertise nous a ramené en gare. Il est question ici que tous les Camerounais soient patriotes. Je voulais interpeller ici ceux qui se sont perdus, qui ont cru que le Cameroun n'est pas un flambeau. Tout à l'heure, vous venez de suivre le discours du chef de l'État en détail, ses grands points politiques. Je vous ai dit tout à l'heure que je sors de cette école avec son certificat qu'il me donnera dans les tout prochains jours, sûrement, ou les prochains mois. Ayolo, Vondo, Ayolo Samuel, Louis-Paul Moutazé, Amourou Belinga, Jean-Pierre. Si vous avez suivi le discours, pas le discours, l'interview, je vous l'ai dit, du chef de l'État, ce sont ces grands points, il faut les suivre. Vous avez intérêt d'attendre vos jours qui vont s'émietter en termes ou au terme des nuits difficiles. Le capital de la renouvocratie, c'est le changement et surtout le patriotisme collectif. Donc, je voulais bien que tous les auditeurs puissent suivre ce discours. Nous nous y attelons dans le Parti républicain et dans les tout prochains jours, nous serons prêts à faire de notre mieux ou bien à mettre notre expertise pour le peuple camerounais. Mais sachez une chose, Vonda Yolo, vous ne pourriez jamais être un chef d'État. Lui, Paul Moutazé, encore moins. Amourou, beaucoup de rêves comme un homme de paille. Et je voulais dire à ceux qui sont encore dans les couloirs noirs d'oublier, si vous n'êtes pas sorti de l'école de la renouvocratie, les lendemains ne seront pas meilleurs pour vous. Tambe, thank you for all your disposition. Thank you very much, President. Yeah, okay. Can you hear me? Have a nice day with your family. Thank you. You too. Okay. Thank you. Thank you for all. God bless. Mets-nous une bonne musique là. God bless you, President. Voilà. God bless you. Ok, thank you. Nous quittons et, Thank you very much. Et à la prochaine. Speak to you later. La prochaine sera quand? Peut-être mercredi, peut-être le dimanche. Mais que Dieu Tout-Puissant puisse nous garder. On remercie le Tout-Puissant de nous avoir donné l'énergie et la volonté de conduire cette émission sur sa fin. Et que tous les auditeurs aient un sommeil de paix sous la main du Saint-Esprit. Au revoir. Voice Radio 103.0 FM.